Écoutez, bienvenue à tous. On devrait être rejoint par davantage de personnes pour cette conférence de la rentrée des tribus du club management et leadership que Maria et moi co-animons. Et nous avons le plaisir de recevoir Damien Touvenin qui se présentera tout à l'heure sur le thème de l'entreprise agile ou entreprise durable. Et si c'était les deux facettes d'un même combat, pardon. Très rapidement, peut-être une présentation du club management et leadership, donc qui compte 76 membres, que nous avons fondé il y a un peu plus d'un an et demi avec Maria. Donc vous avez tous les liens. Nous avons organisé beaucoup d'événements ces derniers mois et depuis la création du club. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à nous rejoindre pour être au courant de notre actualité. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos idées s'il y a des sujets qui vous intéressent. Voilà, on pourra organiser des choses ad hoc. Maria, tu veux te présenter rapidement ? Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, je co-anime ce club avec Drifa. On a commencé juste avant le confinement de 2020, hein, donc essentiellement en ligne. Tous nos événements ont été organisés en ligne. Donc moi, je suis PGE 2004, donc Neoma, au départ campus de Rouen. J'ai plusieurs expériences professionnelles. J'ai été dirigeante d'une petite entreprise et manager pendant 7 ans. Ensuite, j'ai rejoint le cabinet Good, dont Damien en est le fondateur. Donc, pendant 4 ans, j'ai été formatrice et coach en management. Et depuis le 1er septembre, je suis en charge de la formation et du développement des managers au sein de Janssen, le labo pharmaceutique. Voilà. Alors moi, je suis sortie de Neoma en 97, un peu plus longtemps que Maria. J'ai une expérience de 20 ans dans la finance, donc dans le métier de front office. Et depuis 3 ans, je suis coach professionnel et j'accompagne tout particulièrement les managers et les dirigeants d'entreprises de taille diverses. On vous rappelle peut-être juste le fil rouge de cette rentrée des tribus qui a démarré hier et qui se terminera vendredi avec 9 événements par jour, ce qui est massif, et un immense bravo à Marion et aux équipes. Le fil rouge de cette année, c'est vraiment l'impact positif. Donc avec un manifeste que vous pourrez retrouver sur le site Neoma Alumni autour de 3 mots-clés qui sont effectivement fédérer, mobiliser et valoriser. Et on a une marraine pour cet événement qui est la CEO d'Aigle, qui soutient cette initiative. Voilà, et je crois que je vais laisser la parole et la place à Damien. Hop, j'ouvre mon micro. Alors, du coup, il faut que je partage mon écran. C'est celui-ci. Ah, regarde, du coup, j'ai perdu la mire où je vous vois tous. Je vais essayer de retrouver ça. La voici. Bonjour à toutes et à tous. Merci Drifa et merci Maria de m'avoir invité. Alors, petit disclaimer, vous aurez compris que je dois ma relation particulière avec Maria sans doute d'avoir été invité parce que je ne fais pas partie du club Leadership et Management et d'ailleurs, je ne fais même pas partie des alumni de Neoma. Ma formation initiale, donc oui, je ne me suis même pas présenté, donc Damien Touvenin, j'ai 51 ans, ça date de la semaine dernière, donc il faut encore que je m'habitue. Je suis marié, j'ai 3 grands-enfants, jeunes adultes. Voilà. Ma formation initiale, c'est celle d'un ingénieur en génie logiciel. Et ça, c'est important, on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, ça m'a amené à la fin des années 90 à prendre la direction technique des activités de développement de logiciels d'un cabinet de conseil en organisation qui était spécialisé dans la modernisation des organisations de production agroalimentaire très terrain. C'est-à-dire, on informatisait des marchés aux bestiaux, des abattoirs, des criers, des ateliers de maraillage, des marchés aux légumes. J'ai découvert du coup la production industrielle, le lean, et je me suis passionné pour la manière dont le travail est organisé, tout en continuant à développer cette patte, j'allais dire, logicielle informatique. En 2004, j'ai cofondé Good. Nous sommes des spécialistes de l'agilité, d'où mon sujet aujourd'hui. Et l'agilité que nous mobilisons pour aider les décideurs d'entreprise, qui sont des dirigeants souvent de BU, de grands groupes, de filiales, d'entités, on va dire entre 100 et 1000 personnes,
à trouver des voies dans la complexité. Voilà, on est une petite quarantaine de consultants à Paris, à Lyon et à Nice. Alors, c'était à la fois une minute publicitaire, mais ça vous situe aussi d'où je parle, parce qu'on verra que cette double orientation sur la manière dont les organisations fonctionnent et l'organisation du travail et cette culture d'informaticiens et de vision des architectures d'entreprise ont beaucoup coloré mes réflexions. Alors, je ne vous connais pas pour la plupart d'entre vous, il y a une ou deux personnes dont je reconnais le nom, mais j'imagine que vous êtes peut-être comme beaucoup des managers et des clients que j'accompagne dans les entreprises et qui vivent de plus en plus mal l'accumulation des injonctions auxquelles on est soumis jour après jour, semaine après semaine. Il faut qu'on soit plus lean, plus rentable, plus client-centrique, plus innovant, plus qualitatif, plus proche des collaborateurs, plus digitaux, plus durables, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis d'ailleurs, une de ces injonctions, c'est celle d'être plus agile. Et cette conf fait partie d'une boutade, parce que je discutais de ça avec un copain qui est dans un codir d'une filiale d'un grand groupe, et qui me dit tout ça c'est du pain béni pour vous parce que forcément ça drive votre business. Alors j'étais plutôt d'accord avec ça, mais ça m'intéressait de savoir comment lui il faisait les liens, et donc je lui dis ok, et du coup quel lien tu fais avec tout ça? Il dit ça n'arrête pas de changer, on a tout le temps des injonctions, l'entreprise c'est un peu le foutoir, et donc forcément nous, on est bien obligé de suivre, et on est agile, on s'adapte. Ah, là, ça m'a fait péter un câble, parce que cette phrase-là que j'entends tout le temps dans les entreprises, pour moi, c'est un contresens, et c'est un gimmick qui empêche de réfléchir. Donc, je crois qu'il ne faut surtout pas qu'on dise on est agile, on s'adapte, parce que, ça ne dit pas comment on s'adapte. Donc, finalement, très souvent, ça devient une espèce de manière pour la direction ou pour le top management de dire débrouillez-vous. Certes, on va trouver des solutions, on va s'adapter, mais ça, ce n'est pas de l'agilité, c'est de l'improvisation. Et il ne suffit pas de dire qu'on est agile pour le devenir, et dire on est agile, ça ne fait qu'ajouter finalement de la pression à la pression, et ajouter une injonction de plus dans un système qui croule déjà sous les injonctions. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie d'aller creuser cette idée, parce que oui, l'agilité peut être une réponse pour aider les entreprises à s'adapter à un nombre croissant d'exigences qui s'accumulent, mais pas simplement en le déclarant. Donc, mon objectif dans cette conférence, ça va être, conférence, c'est un bien grand mot, mais au départ, j'avais travaillé ce sujet pour une conférence à proprement parler, en scène et tout ça, à ProDurable, il y a 2 ans. Celle que la discussion qu'on va avoir ensemble aujourd'hui, elle en est largement inspirée, et en même temps, j'ai tout recassé hier. Donc, je vous cache pas que j'ai un certain stress, parce que, et j'imagine que Maria et Drifa encore plus que moi, parce que je ne sais pas du tout si on va bien tenir le timing. Donc, j'ai invité d'avance Maria à me réguler si je suis trop bavard. Donc, il y a quelque chose que j'aime bien faire quand je prépare une présentation, c'est de me dire, OK, c'est quoi mon objectif, et qu'est-ce qui me permettra de dire que je l'ai atteint à la fin? Bon, là, en l'occurrence, mon objectif, c'est d'essayer effectivement de clarifier ce que c'est qu'une entreprise agile et une entreprise durable, et de montrer que c'est une bonne stratégie que de chercher à être agile, parce que ça développe une entreprise plus durable. Et j'aurais réussi si chacun de vous a compris, encore mieux si chacun de vous a compris et est convaincu, et encore mieux si vous êtes convaincu et que vous avez envie de porter l'agilité dans votre entreprise, ou en tout cas de la porter un cran plus loin.
Alors, j'ai fait une présentation en 3 parties. Donc, on va commencer par clarifier exactement c'est quoi une entreprise durable. J'aime bien dire qu'on ne peut pas être d'accord sur la solution si on n'est pas d'abord d'accord sur le problème qu'on cherche à résoudre. Ensuite, on va regarder ce que peut être une stratégie agile pour durer. Du coup, comment on développe l'agilité de l'entreprise et si j'ai bien articulé mon propos, on devrait conclure en bouclant la boucle et en montrant que effectivement, comme le disait le titre de la conférence, finalement, développer l'agilité de l'entreprise et développer une entreprise durable, ce sont 2 facettes d'un même projet. Bon, alors on va commencer par entreprise durable. Bon, il y a déjà une évidence, c'est que c'est le job du patron de faire durer l'entreprise. McKinsey a fait un relevé il y a quelques années. Les entreprises cotées au S&P 500 en 58 avaient une espérance de vie de 61 ans. Non, c'est pas les mêmes, mais le même relevé des entreprises cotées au S&P 500 en 2016 donne une espérance de vie moyenne de 18 ans. On est passé de 61 ans à 18 ans entre 58 et 2016, c'est non seulement l'inverse de la longévité humaine, mais en plus une dégradation accélérée. Et du coup, ça pose la question de dire finalement, c'est quoi une entreprise responsable et durable ou comment durer? Déjà, j'ai fait un petit abus de langage. J'ai dit une entreprise responsable et durable, comme si c'était synonyme. Et ce n'est pas forcément synonyme. Puisque durer, ça veut dire toujours être là demain. Et j'ai 2 grandes possibilités, 2 grands axes stratégiques. Je peux dire, tiens, ma stratégie pour durer, c'est d'être toujours plus rentable et d'arbitrer en faveur de la rentabilité, même quand c'est aux dépens de mon environnement et de mes parties prenantes. Ou alors, je peux au contraire avoir une stratégie pour durer qui est une stratégie de capital patient, de faire des choix responsables en considérant que ça va payer sur le long terme, même si c'est à court terme, aux dépens de la rentabilité. En fait, c'est un trompe-l'œil de poser le problème comme ça. Et c'est bien le problème, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'opposer rentabilité et responsabilité, ça nous enferme tout le temps dans un effet de balancier entre les deux. Or, il est tout à fait possible de combiner les deux et ça va être la voie qu'on va chercher dans une logique de stratégie durable. Alors, on va commencer par un petit exemple assez simple. Celui du logiciel, un univers que je connais bien, que je connais bien, mais qui est aussi un sujet qui a un gros impact dans nos émissions de gaz à effet de serre. Et il est tout à fait possible d'appliquer des logiques d'éco-conception de logiciels. Ici, je vous ai mis une copie d'écran d'un produit, une petite start-up nantaise qui s'appelle GreenSpector. GreenSpector fait un outil qui permet aux développeurs logiciels d'analyser, de mesurer, de quantifier en temps réel l'impact énergétique de leur code. C'est très, très intéressant quand on regarde ce qui se passe quand on le met en œuvre, parce que finalement, on voit qu'il y a une espèce de triple convergence. On va s'apercevoir que le code qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, c'est-à-dire en fait le code qui consomme beaucoup de puissance de calcul ou beaucoup de mémoire, est généralement dans un logiciel la partie de code la moins bien écrite ou la moins optimisée spécifiquement pour l'usage qu'on en a. Une des choses qui coûte très cher en consommation d'énergie, c'est par exemple toutes les briques relativement génériques qui embarquent des milliers de cas de figure que l'on n'utilise pas dans notre cas particulier, mais qui coûtent quand même en temps de calcul et en consommation de mémoire. C'est une démarche qui a un intérêt évident économique pour l'entreprise, puisque si j'arrive à réduire la consommation énergétique de mon logiciel, je vais réduire directement son coût d'hébergement, puisque sa consommation énergétique, c'est la mémoire, la quantité la puissance de calcul, qui sont 2 des 3 variables facturées par les hébergeurs. Mais ça a également un intérêt pour les développeurs, puisque ça va leur donner une boucle de feedback immédiat pour améliorer la qualité de leur développement et les faire monter en compétences. Et puis, ça a une boucle vertueuse également pour les utilisateurs du produit, puisque un logiciel qui a été éco-conçu, en fait, a été
scruté dans chacune de ces parties, il est déjà moins enclin à avoir des bugs et surtout, il est souvent beaucoup plus performant puisqu'on va traquer tous les endroits qui sont un peu durs en termes de calcul, en termes de mémoire. Alors, ça peut paraître tout à fait anecdotique, mais en fait, ça peut avoir des ampleurs considérables. Facebook s'est lancé dans une démarche d'éco-conception de logiciels il y a quelques années. Alors, je ne cite pas Facebook comme un parangon de vertu et d'entreprise responsable, loin de là, mais par contre, c'est un bon exemple de l'impact économique et écologique d'une démarche d'éco-conception. Ça, c'est une photo d'un data center qu'ils ont construit en Asie il y a quelques années. Il faut savoir qu'un data center comme ça, qui coûte celui-là 5 milliards, si ma mémoire est bonne, il est occupé à 10% par les machines qui font le calcul. Il y a ensuite 20% qui sont occupés par l'alimentation électrique, les onduleurs, etc. Et puis, il y a 70% de ça qui sont occupés par les systèmes de refroidissement et de climatisation. Au point que, d'ailleurs, entre-temps, Facebook a construit ses nouveaux data centers au nord de la Norvège, dans le cercle polaire arctique, pour bénéficier du froid environnant. Et donc, l'enjeu de réduire la consommation énergétique, l'émission de chaleur des logiciels, on voit bien, là, c'est 90% de l'espace qui est occupé par l'alimentation électrique et le refroidissement. Et le travail qu'ils ont fait sur l'éco-conception leur a permis de ramener la consommation énergétique moyenne d'une utilisation Facebook. Donc, un utilisateur Facebook consomme aujourd'hui moins d'électricité que ce qu'il faut pour chauffer une tasse de thé avec une bouilloire électrique classique. Donc, on a des ampleurs de gains d'économie qui sont tout à fait considérables et des opportunités d'innovation extrêmement importantes quand on commence à sortir de l'opposition entre faire des choses pour le seul intérêt économique ou faire des choses pour le seul intérêt de la planète. En fait, ce que je disais, c'est que ces deux dimensions ne s'opposent pas, ce sont donc bien deux dimensions, et en bon consultant, ça peut faire 4 cadrans. Cette matrice-là, je la dois à Alan Fustek, dont on reparlera tout à l'heure, parce qu'il est aussi l'auteur d'un bouquin que je vais vous présenter. En attendant, c'est le patron d'une société qui s'appelle Goodwill Management, mais c'est aussi le président du label Lucie, qui est un label de RSE. Et Alan Fustek utilise cette matrice pour expliquer que le développement durable, ça consiste à ne pas opposer rentabilité et responsabilité, mais à essayer de faire des choses qui sont rentables et responsables. Alors ça, c'est un cadran qui est simple, on vient de le voir, et particulièrement quand les choses s'allient assez naturellement, c'est-à-dire tout ce qui est diminuer les consommations de ressources. Là, je prenais l'exemple des consommations électriques du logiciel, mais tout ce qui est diminuer les consommations de ressources a généralement à la fois un impact bénéfique pour l'environnement et à la fois un impact bénéfique pour la bottom line. Donc ça, c'est facile, on est dans le cadran de la vertu. Il y a un autre cadran qui est relativement facile, c'est le cadran de la connerie. Quand on fait des choses, quand on a des activités qui ne sont pas rentables et en plus qui ne sont pas responsables, c'est relativement simple de savoir ce qu'on fait, on arrête. Là où ça se complique, c'est que généralement, la plupart de nos activités, elles sont dans le cadran des choses qui sont rentables, mais pas responsables, et pour lesquelles on a un problème éthique. Et puis, que du coup, on va éventuellement compenser avec des activités qui sont responsables, mais pas rentables, et que l'on fait par militantisme ou parce que c'est la danseuse du patron. On a ces petites logiques de compensation. Donc, d'un côté, je vais externaliser dans des pays à bas coût en pressurant des fournisseurs, et puis après, je vais faire du mécénat à côté pour compenser ou m'acheter une bonne conscience. Et tout ça ne nous mène absolument nulle part. Donc, ce que dit Alan Fustek, c'est que le sujet, c'est bien de ramener les activités de compensation dans une logique où elles sont au service de l'activité économique, parce que ça n'est pas responsable de dépenser de l'argent pour faire du mécénat si ça ne rapporte rien in fine dans l'entreprise. Comme dit un de mes copains, la première responsabilité du chef d'entreprise, c'est quand même d'être capable de continuer à payer les salaires et les fournisseurs.
Et inversement, la recherche d'un profit court terme au détriment des parties prenantes n'a qu'un temps, parce que d'une part, on épuise les parties prenantes, et puis d'autre part, comme le dit très bien la patronne d'IBM, les entreprises sont dépendantes de la licence d'exercer que leur accorde le public et la société dans laquelle elles existent. Donc, il y a de toute façon une limite à ce qu'on peut faire en termes de pillage, on va dire, des parties prenantes pour assurer son développement économique. Confère tous les scandales d'entreprise et ou les boîtes qui ont dû revoir drastiquement leur politique pour ne pas risquer d'être mises au banc de la société. Donc, je fais une petite pause, 2 secondes pour arrêter la réflexion. Donc, première clé, mais on voit qu'on n'est pas au bout. Il y a un premier changement de logique qui est de dire, déjà, arrêtons d'opposer l'idée d'avoir une entreprise qui fait des choses responsables avec le fait de faire des choses rentables. Il faut combiner les deux. Maintenant, cette matrice, elle est très simple à comprendre, mais elle est trompeuse. C'est toujours le danger de quelque chose qui est simple. D'abord, elle est trompeuse par rapport au temps. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être simplement… Qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose de responsable si, à long terme, ça obère la rentabilité de l'entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je venais de vous montrer. Donc, première façon de dépasser cette simplicité, on peut se poser la question du temps court et du temps long. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais des choses qui vont avoir un impact positif dans le temps long, à la fois sur ma capacité à maintenir mon activité économique et dans un écosystème que, à minima, je maintiens ou j'entretiens. À défaut de le développer, au moins, ça serait déjà pas mal. Mais même ça, c'est encore relativement trompeur, parce que finalement, ça veut dire quoi, responsable? J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la réduction des gaz à effet de serre. Et donc, quand j'ai à arbitrer entre finalement une action qui va plutôt augmenter mes gaz à effet de serre et une qui va les diminuer, c'est relativement simple. Mais en fait, quand j'ai à arbitrer entre 40 possibilités pour faire des choses plus responsables, comment est-ce que je m'en sors? Si je décide de rapatrier, si je suis un fabricant allemand et que je décide de rapatrier ma production que j'avais mise au Vietnam, en Allemagne, pour développer l'économie locale, dans le même temps, je fais un choix social ou sociétal qui va avoir un impact énergétique important parce que le mix énergétique en Allemagne, il est basé sur du charbon, alors qu'au Vietnam, il est basé sur des énergies hydroélectriques et que ça coûte du coup beaucoup moins de gaz à effet de serre de produire au Vietnam. Si à un moment je décide de fabriquer dans un pays à haut coût de main-d'œuvre en considérant que mes clients seront prêts à payer plus cher pour avoir une valeur sociétale dans le produit, mais que dans le même temps, du coup, j'exclus toute une partie de ma clientèle possible de mes produits parce que le prix a augmenté, à quel point est-ce que c'est responsable? Et ce que ça montre, c'est qu'il n'y a pas une dimension univoque à l'idée de faire du développement responsable et avoir une activité responsable. Et c'est cette multiplicité des enjeux ou des dimensions qui rend les choses extrêmement complexes pour l'entreprise, pour les managers, et qui donne cette impression, ou en tout cas qui contribue, parce que ce n'est pas la seule cause, mais ça contribue à démultiplier cette impression de devoir résoudre non pas simplement une double contrainte d'être responsable et rentable, mais une triple, une décuple contrainte de devoir à la fois réduire, développer l'emploi local, réduire les coûts, réduire les émissions de gaz à effet de serre, diminuer l'impact sur les nappes phréatiques, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc, si on veut s'en sortir et si on va devenir complètement fou dans un système où on a 25 chefs, là encore, il va falloir reprendre, je reprends ma clé logique, qui dit qu'il va falloir combiner plutôt qu'opposer. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que je vois très souvent dans les projets informatiques, et peut-être que vous avez été client d'équipes informatiques qui vont vous dire qu'est-ce qui est le plus prioritaire?
Quand vous dites que tout est prioritaire, finalement, c'est le développeur qui va décider ce qu'il fait en premier. Et donc, si vous voulez vraiment avoir la maîtrise de votre projet, je vous suggère d'établir une hiérarchie des priorités relativement claire. Or, dans ce qui concerne l'entreprise, il y a une hiérarchie qui s'impose à nous, qui est quand même la hiérarchie économique. C'est-à-dire que considérer qu'on a d'un côté la sphère responsable, durable, et de l'autre côté la sphère économique, c'est extrêmement simpliste. Et comme l'entreprise ne peut pas s'abstraire du champ économique, sinon ça s'appelle une ONG, sinon ça s'appelle une association à but non lucratif, eh bien, il y a un primat de l'économie nécessaire qui s'installe. Et donc, ça veut dire que si je veux avoir une stratégie durable et responsable, et je redis bien que les deux ne sont pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire une stratégie qui me permet d'être là durablement, il va falloir qu'elle ait une dimension économique assumée. Et si je veux qu'elle soit responsable, il va falloir que j'ai donné un poids économique à ces dimensions et à ces choix responsables. Et on va voir comment on fait. En attendant, ça veut dire que premier arrêt sur image, il n'y a pas de stratégie durable qui ne soit pas une stratégie économique. Alors, ça peut, quand je suis tombé là-dessus la première fois, je me suis dit, en fait, c'est déprimant. Et en fait, pas forcément. Parce que stratégie économique, ça ne veut pas forcément dire recherche du profit à court terme à tout prix. Et la clé qui va nous permettre de dépasser cette lecture de profit à court terme à tout prix, c'est la clé du temps. Tout à l'heure, je disais que les deux dimensions responsables et rentables devaient se penser dans le temps long. Eh bien, c'est exactement ce qu'il va falloir qu'on fasse. Donc, on va regarder le sujet de la durabilité et de la stratégie dans le temps long. Damien, il est 12h30 hein, pour info. Je te dis juste. Parfait. C'est pas mal. Nous sommes à la slide 21 sur 37. Donc, je pense qu'en termes de timing, si je suis à peu près constant dans mon débit, ça devrait être à peu près bon. Donc, si on remonte à la stratégie avant les entreprises, pendant très très longtemps, la stratégie, ça a consisté à conquérir les buts, les positions dominantes, et puis à construire des châteaux forts pour défendre ces positions dominantes. Alors, je dis il y a très très longtemps, mais je pense que même encore au début du XXIe siècle, c'est sans doute resté assez vrai dans un certain nombre d'entreprises, hein, de conquérir une position dominante et la défendre. Ce que le temps long nous montre, et on voit des ruines en dessous, c'est qu'aucun château fort ne résiste au temps long. Et du coup, si on veut avoir une entreprise qui a une durée de vie un peu plus élevée que le chiffre alarmant relevé par McKinsey et la dégradation inquiétante de la durée de vie des entreprises, eh bien, il va falloir qu'on adapte nos stratégies parce que un château fort, il était construit sur une butte rocheuse et elle était relativement stable. Aujourd'hui, nos positions dominantes de marché, elles sont construites sur un environnement qui relève plus du tas de sable que de la butte rocheuse, qui est extrêmement friable, extrêmement mouvant. Il n'y a plus aujourd'hui de secteur qui puisse être durablement protégé de la concurrence. Et donc, il va falloir qu'on s'intéresse à la manière dont on peut non pas construire une position dominante puis la défendre, mais renouveler régulièrement sa capacité à avoir une position dominante. Et ça, c'est vraiment de la stratégie. C'est Xavier Fontanet, je crois, qui formule ça comme ça. J'aime beaucoup sa phrase. Il dit la stratégie, c'est l'art de bien vivre dans un marché concurrentiel. Eh bien, voilà, le marché change tout le temps. Comment est-ce que je le construis? Il y a un modèle très intéressant pour réfléchir à ça. C'est celui du capital immatériel. Alors, c'est Alan Fustek, Le Retour, je vous en parlais tout à l'heure, le gars qui a fait la matrice avec le cadran de la vertu, le cadran de la connerie. Il a également écrit un bouquin, avec un peu de chance, je peux même le trouver ici. Je ne vais pas assez vite, donc je le ressortirai tout à l'heure si on a des questions.
qui s'appelle Valoriser le capital immatériel de l'entreprise. Le capital immatériel, c'est la capacité à générer des cash flows futurs. C'est-à-dire quelles dépenses on fait aujourd'hui pour construire les capacités à faire du business demain. C'est un modèle très intéressant. Alors d'abord, juste les composantes du capital immatériel. Il y a le système d'information, le capital de marque, l'organisation, les fournisseurs, les relations qu'on a avec son environnement, les savoir-faire ou les brevets, la qualité de son pool client, est-ce qu'il est diversifié, est-ce qu'il se porte bien, est-ce qu'il est rentable, etc. Est-ce qu'on a une bonne relation avec eux, est-ce qu'ils ont confiance en nous, etc. L'environnement naturel et les actionnaires et ressources financières, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, j'ai des actionnaires qui comprennent la stratégie et qui sont capables de la financer. On voit très bien la force qu'a eue Amazon dans sa capacité dans les premières années à expliquer à ses actionnaires une stratégie qui privilégiait et qui continue d'ailleurs de privilégier la valeur à long terme sur les profits à court terme, et qui a financé cette croissance avec un résultat d'exploitation négatif année après année, malgré le soutien ou avec le soutien de ses actionnaires. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que le capital immatériel, ce n'est pas juste un concept. C'est le résultat tel quel le capital immatériel est un concept. Mais il y a associé à ça une méthode qui a été développée à l'époque de Christine Lagarde quand elle était à Bercy, sous le nom à l'époque du Thésaurus Bercy 2, et qui est une méthodologie qui permet de donner un prix ou une valeur à l'avantage compétitif d'améliorer son capital immatériel. C'est-à-dire, au regard des autres entreprises de mon secteur, est-ce que mes relations fournisseurs et partenaires sont meilleures ou moins bonnes, et quelle est la valeur que cela me donne dans le temps long pour générer demain plus de business que mes concurrents. Pareil sur les savoir-faire, pareil sur les clients, parfois, pareil sur le capital humain de mes collaborateurs, leur niveau d'engagement, leur niveau de formation, etc., etc. C'est une bascule absolument fondamentale parce qu'en fait, c'est une bascule CAPEX-OPEX, si ça vous parle. C'est-à-dire que la plupart des éléments qui sont dans le capital immatériel, et on parle bien de capital, c'est-à-dire on est en train de développer quelque chose, un asset sur lequel l'entreprise va pouvoir s'appuyer pour générer son business, sont invisibles dans le compte de résultat autrement que comme des coûts. Pour l'instant, c'est des dépenses qu'on fait pour former nos équipes, ce sont des dépenses que l'on fait pour se rapprocher de nos clients ou améliorer leur satisfaction, ce sont des dépenses que l'on fait pour développer des savoir-faire, sauf que ce sont des dépenses qui ont une valeur à long terme et la méthode permet de les donner. Alors, ça ne s'oppose pas à la rentabilité parce que, évidemment, il faut être rentable aujourd'hui pour financer le capital immatériel qui permettra d'être rentable demain. Mais en revanche, ça nous permet effectivement de commencer à penser dans une même continuité à la fois des dépenses ou des actions qui procurent de la rentabilité aujourd'hui et des actions qui procurent de la rentabilité demain. Et c'est la stratégie de l'entreprise qui va articuler tout ça. On va y revenir dans 2 secondes, mais je voulais vous donner une illustration de capital immatériel. Pixar, qui est une spin-off au départ de LucasArts. George Lucas était en divorce, il devait vendre une partie de sa boîte par appartement. Il a vendu la filiale qui faisait de l'imagerie numérique et qui est devenue Pixar. Pixar a construit son succès, non pas sur un film et une saga déclinée à l'infini, comme c'est le cas pour Star Wars, où on doit être à une dizaine ou une onzaine d'épisodes différents, sans compter les dessins animés, mais sur une succession de films qui sont repartis à chaque fois d'une page blanche. Alors certains ont eu des séquelles comme Toy Story, mais ce qui est très intéressant, c'est que Pixar n'a lancé une suite à Toy Story que quand ils ont eu une très bonne histoire à raconter avec les personnages de Toy Story et non pas avec l'idée de
réactiver la nostalgie des spectateurs du premier. Donc, Pixar, pour votre mémoire, hein, c'est Toy Story, c'est Nemo, c'est Monstres et compagnie, c'est Les Indestructibles, c'est Cars, c'est Ratatouille, c'est Wall-E. C'est au total quand même une entreprise qui a eu 9 Oscars pour ses films et qui propose un exemple très concret, effectivement, de stratégie de renouvellement constant. Tout à l'heure, je vous faisais l'analogie avec le château fort. Finalement, pourquoi est-ce qu'on fait un château fort? On fait un château fort pour dormir à l'abri et mettre ses biens à l'abri. Eh bien, la stratégie de Pixar, elle repose plutôt sur l'idée d'être capable de construire un nouvel abri tous les jours ou toutes les années et d'entretenir comme ça une logique extrêmement durable, d'autant que même si le terrain bouge, c'est pas grave, je reconstruis mon abri là où je suis le soir, où je veux dormir. Et ça illustre très bien cette idée que finalement, c'est une phrase que j'ai reprise d'un gars de chez Microsoft, j'ai été incapable de le citer parce que je n'ai pas retrouvé qui m'avait dit ça, mais qui était de dire finalement dans un environnement économique qui change tout le temps, le vrai actif d'aujourd'hui, c'est pas le produit au sens capital matériel qu'on développait avant, c'est l'équipe ou plus largement le capital immatériel qui permet à l'entreprise de produire année après année les produits, les services dont le marché a besoin pour qu'elle puisse continuer à vivre. Alors, ce qu'on voit là en creux, et j'espère que le virage n'est pas trop rude, donc je me suis fait aider par l'éditeur en chef de la Harvard Business Review, c'est que finalement, on a aujourd'hui, dans un monde extrêmement changeant et soumis à plein d'impératifs, une nécessité de basculer de logique et d'arrêter d'avoir une stratégie de château fort où on a une position qu'on défend et de basculer vers une stratégie de renouvellement continu et d'adaptation continue à notre environnement. C'était l'édito d'introduction d'un numéro spécial sur l'agilité il y a quelques années, je crois que c'était en 2014. Effectivement, les plans les mieux établis ne tiennent pas le choc avec la réalité ou avec le brouillard de la guerre. La stratégie a besoin de s'adapter constamment et ça veut dire qu'il faut développer l'agilité de l'entreprise. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on est agile, on s'adapte. C'est à la fois vrai parce que l'agilité parle d'adaptation et en même temps, c'est un contresens parce que il ne suffit pas de dire qu'on est agile et il ne suffit pas de s'adapter pour être agile. Je vais essayer avant de reboucler la boucle, de faire une petite parenthèse pour essayer d'un peu mieux expliquer ce que c'est que l'agilité. C'est très déjà difficile à définir parce qu'il n'y a pas une définition. Il n'y a pas d'institut officiel de l'agilité qui puisse dire c'est ça l'agilité. C'est un concept qui a émergé au début des années 90, 91 exactement pour le début, un rapport de la défense américaine sur la compétitivité de ses sous-traitants. Qui a été repris par différents auteurs, qui a d'ailleurs eu une belle carrière dans le champ du logiciel avec les méthodes agiles pour le développement de logiciels. Mais du coup, un peu chacun a mis les choses à sa sauce. Il y a plein de définitions, je vous en ai mis quelques-unes, dont une que moi j'avais donnée en 2013 dans une conf que j'avais faite, mais on y retrouve quand même à peu près toujours les mêmes idées clés. D'abord que c'est une capacité. Et je crois que c'est le truc extrêmement clé. C'est une capacité de changement rapide pour apporter toujours la valeur qu'attend le marché. Très bien, c'est une capacité, mais donc une capacité, c'est quelque chose qu'on observe de l'extérieur et après coup. Et ça ne me dit pas, comme l'intelligence ou la beauté, ça ne me dit pas comment être plus intelligent ou plus beau, d'avoir défini qu'être agile, c'est être capable de s'adapter rapidement. Et du coup, finalement, c'est dire qu'on est agile, c'est ce que je vous disais en introduction, ça ne dit pas grand-chose. Alors, on va regarder, en fait, le contrepoint. C'est-à-dire comment fonctionne une entreprise traditionnelle
où est le problème et du coup, qu'est-ce qu'il faut changer si on veut qu'elle soit capable de s'adapter. Et ça va nous donner quelques clés pour réfléchir à l'agilité de l'organisation. Le modèle le plus courant, le plus diffusé d'organisation des entreprises, c'est le modèle de la structure hiérarchique avec des niveaux de responsabilité, d'autorisation et de validation. Ce modèle-là, il a un énorme problème dans un environnement changeant. Il peut être extrêmement efficace dans un environnement très stable, c'est comme ça qu'il a été conçu. Mais dans un environnement changeant, ça veut dire que quelqu'un qui est tout en bas de la pyramide et qui est au contact du client est peut-être la personne qui a la bonne information et qui sait ce qu'il faudrait faire. Et donc, appelons-la Patricia. Patricia, ici, a une idée. Elle en parle à son chef qui a deux options. Soit il lui dit non directement de sa propre autorité, il dit ben, ça, c'est pas une bonne idée. Soit finalement, il en parle au chef qui a la même option, qui va jusqu'au patron, qui à un moment va dire oui, ça rentre effectivement, c'est cohérent au regard de notre stratégie, faisons ça. Et on pourrait croire que ça s'arrête là, mais ça ne s'arrête pas là parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui fait. Donc, il va cascader ça sur un de ses patrons de département qui soit va lui dire mais c'est absolument impossible, tu ne te rends pas compte, machin truc, ou alors qui va cascader ça vers le bas, puis cascader ça vers le bas, jusqu'à Paul, le gars qui doit faire à l'autre bout, qui soit va dire mais vous rêvez les gars, techniquement ça n'est pas possible, ou alors il va l'avoir fait. Il y a trois choses que montre ce graphique. D'abord, c'est que si vous regardez, globalement, pour que ça fonctionne, il faut trois choses. Il faut l'idée, l'autorisation et la capacité d'exécution. Et tous les autres échelons intermédiaires ne peuvent que bloquer le système. C'est-à-dire, soit ils le laissent passer, soit ils le bloquent. Ils ne contribuent pas, ils n'accélèrent pas, ils ne facilitent pas le travail. Du coup, ça veut dire que globalement, une décision comme ça ou une idée a beaucoup plus de chances d'être bloquée par n'importe quel échelon intermédiaire que d'avoir lieu au bout du compte. Alors que si les trois étaient réunis, finalement, la décision non seulement pourrait se faire, mais en plus, elle pourrait aller beaucoup plus vite parce que s'ils étaient tous les trois réunis, peut-être que le passage de l'idée à la décision à l'exécution pourrait prendre 2 minutes. Si on n'a qu'un seul échelon intermédiaire à passer, peut-être que ça va prendre 2 heures. Dans le meilleur des cas, dans la journée, je vais réussir à en parler à mon chef. Si j'ai 2 échelons intermédiaires, ça va peut-être prendre 2 jours et je suis très optimiste. Et plus on augmente le nombre d'échelons hiérarchiques, en fait, plus on augmente le nombre de gens qui peuvent bloquer le changement et plus on ralentit la propagation des informations et des décisions. Et donc, la pyramide hiérarchique, elle est très taillée pour avoir un système extrêmement efficace de distribution des responsabilités quand la répartition est stable. Quand on a besoin de s'adapter à un environnement changeant, eh bien, elle devient mortifère parce qu'elle devient conservatrice, elle tend à préserver le statu quo et par simple effet statistique à bloquer une bonne partie des options. Et par ailleurs, elle ralentit énormément la capacité d'adaptation au changement. Donc, ça veut dire qu'on va devoir penser la résolution des problèmes de l'entreprise autrement que par le fait de remonter l'information jusqu'à la direction, de décider la solution et de la cascader. Pourquoi est-ce qu'on va devoir faire ça autrement? Aussi parce qu'on est face à des problèmes qui deviennent des problèmes complexes. C'est-à-dire qu'on a tellement de parties prenantes à n'importe quelle grande décision structurante pour l'entreprise. On a tellement d'éléments qui changent tellement vite. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans vos entreprises, où le temps qu'on réfléchisse et qu'on décide quel est le plan à faire, ben c'est déjà trop tard, les choses ont bougé. Je ne vais pas citer l'entreprise, mais j'ai un de mes clients qui, il y a quelques années, me racontait, la responsable de l'innovation me racontait sa frustration sur un partenariat avec des startups pour développer une technologie innovante sur leur marché. La startup avait la techno, ils voulaient l'intégrer. Et en fait, ils ont mis 7 mois à négocier les protocoles juridiques pour s'associer avec la startup. Entre-temps, la startup, elle avait développé son marché elle-même.
Donc, si on veut aller beaucoup plus vite, il va falloir qu'on adopte une logique un peu différente. Et là, je ressors ma casquette d'informaticien. Dans mes études, je me suis intéressé à une époque à quelque chose de passionnant qui est la recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle, c'est un sous-pan de ce qu'aujourd'hui on met dans le grand sac de l'IA, de l'intelligence artificielle. Ce sont les algorithmes qui recherchent des solutions à des problèmes où soit ça prend trop de temps d'évaluer toutes les options et on a besoin de réponses beaucoup plus rapides, soit on a tellement d'inconnus par rapport au nombre de données qu'on a qu'on ne peut pas le résoudre par une finitude mathématique classique. Pour résoudre des problèmes complexes comme ça, on a besoin de deux choses. On a besoin d'une fonction d'exploration et d'une fonction de valeur. Une fonction d'exploration, ça veut dire qu'il y a une partie de l'algorithme qui va tester plein de choses. Alors, parfois, ça va être ouvrir des portes dans un labyrinthe, parfois, ça peut être parcourir un arbre d'options, parfois, ça peut être combiner les séquences de fabrication des commandes différemment pour voir celles qui sont les plus optimales ou combiner la façon de ranger les paquets dans un conteneur. Et du coup, on va générer plein d'options et il va falloir les comparer. Et c'est là qu'on a besoin d'une fonction de valeur qui prend deux options et qui dit laquelle est la plus pertinente. Est-ce qu'il est… Non, ça va, il est moins quart. Tout va bien. Damien, oui, il est oui, moins 10 presque, si on veut garder un petit peu de temps pour les questions-réponses. Voilà. OK. Eh bien, dans notre entreprise, si on veut passer d'une logique très déterministe où la direction a tout analysé, tout compris, et franchement, moi, je les vois tous les jours, les dirigeants, ça devient un sacerdoce, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à devoir prendre une décision en n'ayant pas tous les éléments, en sachant qu'on fait un énorme pari sur l'avenir et que le risque d'échouer est beaucoup plus important que la probabilité de réussir. Moi, je crois qu'il faut inverser la logique et faire émerger du terrain avec des logiques justement d'heuristique agile, c'est-à-dire de recherche de voies qui marchent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va réactiver l'autonomie et l'intelligence des acteurs sur le terrain pour explorer des options. Mais ce que nous dit bien la recherche opérationnelle, c'est que ça marche que si j'ai une fonction de valeur qui me permet de savoir si ce que je suis en train d'expérimenter sur le terrain, ça va dans le bon sens ou pas. D'accord? Alors d'abord, on va regarder juste comment on peut activer, et je vous rassure, je vais bientôt vous libérer, j'en ai bientôt fini avec mes concepts brumeux. Un exemple très joli et qu'on va bientôt voir à nouveau dans le ciel d'automne, de masse de multi-acteurs qui sont chacun autonomes et qui forment un tout organisé, ce sont les nuées d'oiseaux. Alors, les nuées d'oiseaux, quand on regarde de près, ça a l'air d'être un chaos total, on n'y comprend rien et c'est très inquiétant. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on dézoome, on voit bien qu'elles ont une forme cohérente, complète, une enveloppe, et que, en plus, c'est assez joli. Et bien, ce qui est très intéressant, c'est que le fonctionnement de ces nuées d'oiseaux a été modélisé en 87 par un informaticien, Greg Reynolds, dont les travaux ont eu d'abord une application très immédiate pour faire des dessins animés, hein, typiquement dans Le Roi Lion, quand vous avez tous les gnous qui se précipitent vers la falaise. Jusque-là, il fallait les animer un par un. Là, ils sont animés par un algorithme tiré de l'enseignement des nuées d'oiseaux. Et ce qu'a montré Craig Reynolds, c'est qu'on pouvait modéliser l'équivalent d'une nuée d'oiseaux en implémentant au niveau de chaque petit oiseau autonome trois fonctions. Une fonction de cohésion, une fonction d'alignement et une fonction d'ajustement. La fonction d'ajustement, c'est si tu évites les collisions, grosso modo. Donc, si tu te rapproches trop d'un autre, rééloigne-toi un peu. La fonction de cohésion, c'est si tu t'éloignes trop du groupe, rapproche-toi du groupe. Et la fonction d'alignement, c'est si tu es trop éloigné de la direction générale du groupe, reviens dans la direction générale du groupe. Donc, ça permet une forme de déviance locale, et on voyait tout à l'heure le chaos auquel ça ressemble localement. C'est-à-dire que chacun va tâtonner, mais de proche en proche, tout le monde va s'adapter et pouvoir se remettre en cohérence. Alors, il y a quand même deux autres règles qui sont
implicites qui ne sont pas modélisées et qui sont nécessaires pour que ça marche quand même, et je pense que c'est important de les avoir en tête pour notre entreprise, c'est que les oiseaux peuvent faire ça parce qu'ils se voient les uns les autres. Et puis la deuxième, c'est qu'ils sont en mouvement. Ce n'est pas quelque chose qui peut tenir en état stable. Et donc, ils sont en mouvement en continu et ils sont tout le temps en train de s'ajuster. C'est une bonne clé pour notre entreprise parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut construire une entreprise qui est globalement cohérente avec une autonomie locale. Si les gens ont la capacité de voir où ils sont par rapport au reste du système pour pouvoir s'ajuster, qu'on est en mouvement continu pour expérimenter, trouver des choses, qu'on peut dévier de la norme à condition d'avoir la capacité d'identifier qu'on dévie trop et de se réaligner, et qu'on sait où est le reste du groupe pour pouvoir rester en cohésion. C'est ce qu'on essaye de développer dans l'entreprise agile. Pardon, j'ai perdu la mire, donc j'aime bien vous voir quand même. C'est ce qu'on essaye de développer dans l'entreprise agile avec une logique qui est celle de l'autonomie responsable. C'est-à-dire de dire, le système est trop complexe pour pouvoir être décidé et déterminé de l'extérieur, donc il va falloir qu'on s'appuie sur l'intelligence du groupe. L'intelligence du groupe, c'est donc l'autonomie, la capacité du terrain à décider et à faire émerger des solutions. Or, le réflexe classique, c'est d'empêcher ça parce que ça crée évidemment du risque pour l'entreprise. Et en général, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on met plein de contrôles et du coup, ça ne marche pas. Là, l'idée de l'entreprise agile, c'est d'inverser cette logique, de prendre le problème à l'envers, en disant, en fait, ce qui crée du risque dans l'autonomie, c'est que les gens prennent les mauvaises décisions. Qu'est-ce qu'on fait pour être sûr qu'ils vont prendre les bonnes décisions? Nous, on a un petit modèle qu'on appelle l'autonomie responsable SVP, c'est-à-dire des équipes sachant, voulant et pouvant prendre les bonnes décisions. Ça veut dire qu'on va investir sur la compétence des gens, leur capacité à comprendre, à prendre les bonnes décisions, à analyser le contexte, à avoir une intelligence tactique et stratégique. On va travailler sur la motivation des équipes et on va travailler sur leur capacité tout simple à prendre les bonnes décisions, parce que même en étant compétent et de bonne volonté, si je n'ai pas toutes les informations, si je n'ai pas l'environnement qui me permet d'expérimenter des choses, je ne ferai rien du tout. D'accord? Donc, on va avoir ces 3 transformations à conduire dans l'entreprise. J'en profite pour signaler que ce n'est pas quelque chose qui est malvenu en général. C'est une photo que j'avais prise dans une usine Alcatel, je peux le dire, en 2011, à l'occasion d'une de mes missions sur l'agilité. Et effectivement, j'avais été assez surpris de voir dans les panneaux d'affichage syndicaux, je fais toujours un tour pour aller voir un peu quel est le climat social des entreprises dans lesquelles j'interviens, et une affiche de la CGT qui effectivement réclamait d'être acteur et décideur au travail, de travailler pour répondre aux besoins sociaux, et d'avoir du sens et de la finalité. Et ça me ramène directement à mon sujet de tout à l'heure, c'est qu'on a cette fameuse fonction d'exploration, il va falloir également qu'on ait cette fonction de valeur, qu'on clarifie finalement qu'est-ce que l'on cherche à faire et à quoi l'entreprise donne de la valeur. Donc je reviens avec mon modèle du capital immatériel. Je disais tout à l'heure, et j'espère que je ne vous ai pas complètement perdu, tout au début, je vous disais que être responsable, ça ne voulait rien dire puisqu'on avait des dizaines, des vingtaines d'enjeux de dimension sociétale, écologique, sociale auxquels on pouvait s'adresser. Et que, in fine, la stratégie devait nécessairement être économique. Eh bien, je crois que le sujet de la stratégie, ça va être justement de donner un poids et une valeur aux différentes dimensions que l'on souhaite valoriser ou donner à son capital immatériel. Et donc, ce n'est pas tant diriger l'entreprise par le profit étant plutôt la résultante d'une stratégie de valeur, mais la diriger par une stratégie de valeur qui va devoir clarifier effectivement quel est, sur le long terme, le capital immatériel que l'on veut développer, quel est l'investissement et le poids que l'on veut donner
aux compétences, aux relations sociales, aux fournisseurs, à l'environnement naturel, à la relation client, etc., etc. Et une entreprise, du coup, durable devient une entreprise qui a clarifié sa relation dans le temps long à ses parties prenantes et à son écosystème. Donc, une vraie stratégie de développement durable, c'est une stratégie économique qui donne une valeur aux composantes du capital immatériel et qui s'appuie sur une entreprise, sur une organisation agile. Je vous l'ai fait court sur l'agilité, je pourrais vous en parler 2 jours si vous le souhaitez, vous me faites venir dans votre entreprise, j'adore, mais qui s'appuie donc sur une organisation agile pour s'adapter continuellement et donc qui fournit, la stratégie fournit une espèce de boussole qui va permettre à l'ensemble des collaborateurs effectivement de s'ajuster de proche en proche pour essayer toujours de se rapprocher le plus de l'objectif et de la valeur en fonction du contexte et des besoins du marché. Voilà, j'ai presque fini. En conclusion, je voulais quand même vous laisser avec cette citation d'un philosophe américain. Je vous fais grâce de mon accent anglais épouvantable, donc du coup, je vous la traduis directement. Quand viendront les changements, les apprenants hériteront de la terre, alors que les sachants se trouveront superbement équipés pour faire face à un monde qui n'existe plus. D'abord, c'est une belle phrase, et c'est exactement la matérialisation de cette idée du capital immatériel, c'est-à-dire apprendre à apprendre plutôt que de construire un château fort sur une butte qui va s'écrouler extrêmement vite. Voilà, Maria, j'ai terminé. Il me reste, comme prévu, ma slide pour vérifier mes critères de succès à la fin. Mais si on a quelques minutes, on peut patienter et prendre quelques questions. Je crois que la rediffusion va s'arrêter à 13h, mais que nous, on a la possibilité de poursuivre avec les participants pour répondre à des questions. C'est ça, si on le souhaite. Oui, en tout cas, oui, la salle reste ouverte, effectivement. S'il y a quelques questions, n'hésitez pas avant d'aller déjeuner. Soit en prenant la parole, soit via le chat, si vous préférez. Alors moi, je ne peux pas voir tout le monde en même temps dans la mire. Non, tu peux peut-être arrêter la présentation. Peut-être que tu auras une mosaïque. Oui. Alors, si ce n'est car, du coup, je veux bien faire mon petit vote avant ça. Tiens, je les ai mis à l'envers, mes animations. Du coup, ça m'intéresserait effectivement que vous utilisiez le fait de lever la main. On va le faire relativement simple. Quand je suis dans une salle, j'essaye de le faire avec sans se lever les gens, et du coup, je peux le faire critère par critère. Là, on va faire peut-être un peu plus simple que ça. Est-ce que vous pouvez utiliser le bouton de réaction pour lever la main si vous dites oui à au moins un de ces 3 critères? Donc, les mains se lèvent. Voilà. Super. Dans le chat aussi. Parfait. Ah, alors, j'ai l'impression que Rachel a une question parce qu'elle a levé 2 fois la main. Non, pardon, c'est parce que j'avais levé le pouce, puis je levais la main. Mais j'ai pas de question. Mais si je peux me permettre, ta dernière slide sur les sachants et les apprenants m'a évoqué, enfin, je fais un parallèle parce que j'ai une réunion parents-prof ce soir et je trouve que c'est un peu la même chose. On peut faire le parallèle avec l'éducation parce qu'aujourd'hui, on sait pas, enfin, on essaye de former des têtes bien faites plutôt que des têtes bien pleines qui pourront continuer d'apprendre parce qu'aujourd'hui, on sait pas les métiers de demain. Et donc cette notion d'agilité à l'entreprise, je pense qu'on peut l'élargir à d'autres environnements, voilà, comme l'éducation. En tout cas, cette notion du capital immatériel, puisque donc, Oui. il y a ici, je réunis 2 choses, l'idée du capital immatériel et l'idée de décentraliser la décision dans l'entreprise pour parvenir à son résultat. Mais le capital immatériel, oui, très clairement, l'éducation ça peut s'appliquer exactement à l'échelle d'une société.
Et l'éducation est un vrai enjeu. Effectivement, là, il ne faut pas trop me lancer sur le sujet parce que je peux tenir 2 heures aussi, mais d'ailleurs, je vous recommande Grand théoricien de la complexité, Edgar Morin, que l'on mobilise nous beaucoup dans les approches agiles, qui par ailleurs a écrit un petit bouquin remarquable qui s'appelle les 7 savoir-faire essentiels à l'éducation du futur ou nécessaires à l'éducation du futur. Et qui ne sont pas forcément ceux que l'on enseigne à l'école, comme par exemple l'empathie, dont on voit bien aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de métiers dans l'entreprise qui n'existaient pas il y a 10 ans et qui reposent entièrement, ou en tout cas pour lesquels c'est une compétence essentielle. Il y a 2 questions, Damien, de Carole, donc, qui demande ta définition de l'entreprise responsable et de la valeur versus profit. Ah, alors, du coup, déjà, valeur versus profit, c'est très intéressant parce que, alors, valeur, en fait, on peut l'employer à plein d'endroits parce que c'est la valeur pour qui? Ça pourrait être la valeur pour les clients, la valeur pour les collaborateurs, etc. Le profit, c'est généralement la version assez simple que l'on attribue à la valeur pour l'actionnaire. Mais c'est une vue qui peut être assez facilement court-termiste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par profit? Est-ce que c'est le profit ce trimestre-là? Est-ce que ce sont les profits cumulés sur des années? Est-ce que certaines entreprises peuvent avoir une valeur qui est une valeur immatérielle qui s'accumule? C'est beaucoup le cas des startups qui ont une valeur potentielle. On espère qu'un jour, elles auront une valeur sur le marché. Et donc, effectivement, reclarifier la stratégie de valeur de l'entreprise et quand c'est possible de le clarifier avec ses parties prenantes, ça permet de repenser le temps long et de sortir d'une dictature du profit court terme, trimestre après trimestre. Et je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure d'Amazon. Amazon repose sur un modèle assez simple que Jeff Bezos appelle la flywheel, le volant d'inertie, qui consiste à dire, eh bien, le modèle d'Amazon repose sur l'idée d'apporter une super expérience client à ses acheteurs, enfin à ses clients, à ses consommateurs, et des prix compétitifs. Du coup, ça attire une grosse masse de clients qui, du coup, attire une grosse masse de vendeurs qui, du coup, augmente le choix et du coup, l'expérience utilisateur. Tout ça nourrit la croissance. La croissance fait diminuer les coûts de structure et les coûts logistiques qui permettent de maintenir des prix bas et compétitifs. Et c'est ça le modèle d'Amazon qui construit du coup une valeur durable pour ses actionnaires qui est exprimée non pas en dividendes ou en profitabilité, mais en free cash flow par action. Et donc, rien que d'avoir reformulé en disant la valeur d'Amazon se mesure au free cash flow par action, permet de penser le temps long et de dire, OK, quels investissements et comment on dégrade ce mois-ci, cette année, la rentabilité immédiate pour construire une meilleure perspective de rentabilité à long terme. Et donc, on est bien dans à quoi les actionnaires accordent de la valeur. Alors, si je peux pousser même un peu plus loin, il y a même des modèles d'entreprise, mais c'est un peu des mutants ou des ovnis, mais il y a des modèles d'entreprise qui ont poussé le sujet un peu plus loin. Prenez une entreprise comme Time for the Planet, qui, du coup, est une entreprise à capital variable auquel on peut souscrire et qui, elle, se comporte comme un espèce d'incubateur / fonds d'investissement et investit dans des entreprises qui portent des produits qui vont aider à décarboner l'économie. C'est bien une entreprise, donc elle est susceptible de générer des profits. Elle a mis dans ses statuts qu'elle ne distribuera pas de dividendes tant que les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas revenues en dessous du seuil de durabilité de l'entreprise, qui est fixé par les experts. Du coup, ça n'est pas une entreprise à but non lucratif, mais en fait, aujourd'hui, on sait qu'elle ne rapportera pas d'argent à ses actionnaires. Pourtant, ils investissent dedans. Donc, ils en retirent
une autre forme de dividende, une autre forme de valeur, qui est en l'occurrence probablement un dividende d'estime de soi ou d'image, puisque les gens vont afficher sur leur profil LinkedIn qu'ils sont associés dans Time for the Planet. Donc ça, c'est la question. J'espère que, Carole, j'ai répondu à votre question sur la différence entre la valeur et le profit. Et il y avait une question sur la définition de l'entreprise responsable. Et donc, effectivement, c'est une vraie question que moi, je me suis posée pour moi-même et pour mon entreprise. Et ce à quoi je suis arrivé, c'est que il y a des, si je peux faire un jeu de mots, il y a des problèmes de société avec un grand S et au singulier, l'éducation, etc. Et puis, il y a des problèmes des sociétés avec les entreprises. Et que mon sujet à moi, c'est effectivement de clarifier quel est mon rapport aux enjeux du développement durable, et que c'est la première chose pour être responsable, c'est comment est-ce que je concilie l'ensemble de ces dimensions-là dans une stratégie qui a une pertinence économique durable. Sinon, je ne suis plus une entreprise, et sinon, du coup, je ne suis plus responsable. Je ne sais pas si c'est très clair, et ce n'est pas à proprement parler une définition, mais alors c'est qu'est-ce qui posait la question? Je ne sais pas, parce que les choses ont bougé. Oui, c'était Carole aussi. Très bien. Merci Damien. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je pense que tout le monde commence à partir pour aller déjeuner, je pense. Oui, ben, je vais faire de même d'ailleurs. Ouais. Maria, tu voulais qu'on se prenne 10 minutes pour débriefer, donc on fait ça vite fait avant d'aller tous déjeuner. Parfait. Eh ben, mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre attention. Si vous voulez m'envoyer des critiques, des suggestions ou des questions, Damien, @good.com avec 3 O, good. Voilà, très facile. Bonne journée à tous.